Aujourd'hui, assise dans ma petite cuisine de Montmartre, le soleil caressant la table en bois usé, je repense à cet instant précis. Ce n'était pas la première fois que nos chemins se croisaient, à Antoine et moi, mais ce jour-là, il ne m'avait pas reconnu. Pas vraiment. Je le revois encore, si sûr de lui, me fixant avec cette assurance tranquille, une certitude inébranlable dans son regard. Il avait dit un jour, avec un sourire en coin, que ma discrétion était une qualité rare, une toile vierge qu'il pourrait peindre à sa guise. Je n'avais rien répondu alors, non par timidité, mais parce que mes yeux, en silence, voyaient déjà bien plus que ce qu'il pouvait imaginer. Il croyait me lire à travers son monde de chiffres et de succès, sans deviner l'histoire que je portais, les profondeurs que son regard effleurait à peine. Il ne savait pas alors que le véritable drame n'était pas celui qu'il imaginait, mais celui qui allait se révéler quand toutes les façades s'effondreraient. Et que cette chute commencerait, paradoxalement, avec le son d'une porte s'ouvrant. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. Je m'appelle Élise Moreau, et j'ai 35 ans. Mon visage, je le sais, porte les marques des nuits trop courtes et des silences trop lourds. Mais dans mes yeux, il y a toujours cette étincelle, ce reflet d'une volonté farouche, surtout quand mon regard se pose sur Gabriel. Il dort souvent, mon petit Gabriel, dans cette paix fragile que seuls les enfants semblent posséder. Notre vie, depuis 2 ans, est une toile tissée de fils invisibles, une existence simple, discrète, dans un petit appartement de Montmartre. Les fenêtres donnent sur les toits de Paris, une symphonie de tuiles et de cheminées, un spectacle qui m'a souvent apaisé lorsque le monde semblait trop vaste, trop bruyant. C'est là que je consacre chaque seconde à mon fils, loin des regards, loin des bruits. Mais il y a 2 semaines, cette vie d'ombre a basculé. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. 2 heures du matin, l'hiver parisien enveloppait le 16e arrondissement d'une quiétude rare, une sorte de silence ouaté qui sied si bien à la neige. De la fenêtre du penthouse d'Antoine, on voyait la ligne d'horizon de Paris s'estomper derrière un léger voile blanc. J'étais là, avec Gabriel, blotti dans le grand lit d'Antoine Dubois, cet homme que j'avais autrefois appelé mon mari. Mon corps, mon esprit, tout en moi criait la fatigue, l'épuisement d'une fuite sans fin, d'une semaine qui avait drainé jusqu'à la dernière once de ma force. J'espérais le silence, l'obscurité, le vide familier de cette maison bien trop grande pour une seule personne, pour notre personne. Mais cette nuit-là, le moment où la porte s'est ouverte, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Une lumière douce, timide, filtrait du couloir. La lumière de la chambre d'Antoine. Mon cœur a fait un bond. Personne n'entrait dans sa suite privée, ni le personnel, ni la sécurité, pas même ses amis. J'ai entendu le bruit léger d'un stylo Montblanc et d'une pochette de voyage se poser sur le marbre froid du comptoir. Puis, des pas lents. Chaque instant en moi s'est aiguisé, chaque fibre de mon être s'est tendue. Quand la porte s'est ouverte, mon monde a basculé. Et je me suis vue, recroquevillée sur son lit, le sien. Mes bras étaient enroulés autour de Gabriel, mon tout petit, pressé contre ma poitrine. Mes cheveux, emmêlés, s'étalaient sur son oreiller, mes vêtements étaient humides, mes mains tremblaient, même dans le sommeil forcé de l'épuisement. Un biberon roulait près de mon coude, à moitié plein, comme si j'avais nourri Gabriel quelques instants avant de m'effondrer. Antoine a fait un pas de plus, puis s'est figé. C'était Élise Moreau, la femme qu'il avait connue, celle qui avait disparu de sa vie sans crier gare. Celle qu'il avait cherchée, j'imagine, jusqu'à ce que le chagrin le convainque que j'étais partie pour toujours. Et me voilà, dans sa chambre, avec un bébé. Ma respiration était irrégulière, et de fines traces de larmes séchées marquaient mes joues. Gabriel, dans mes bras, a remué faiblement, laissant échapper un petit son fragile qui a transpercé la poitrine d'Antoine. Sa voix, quand elle est venue, était basse, abasourdie. C'est alors que Madame Leclerc, notre vieille gouvernante, a murmuré derrière lui,
sa voix douce comme une brise d'hiver. Elle est arrivée il y a quelques heures, monsieur Dubois. Elle a dit qu'elle n'avait nulle part où aller. Une chaleur a serré ma poitrine, un mélange de peur, de colère, de confusion, tout à la fois. Car Élise Moreau ne courait pas vers les gens. Pas à moins qu'elle ne fuyait quelque chose. Antoine s'est approché, tendant la main vers Gabriel, puis il s'est arrêté net. Il avait remarqué le bracelet d'hôpital, encore à mon poignet. Mais ce n'était pas mon nom qui y figurait. Et ce n'était pas le nom de Gabriel. Et ça, ce n'était que le premier choc de la nuit. Ce n'était que le début de cette ombre au retour. Je ne sais plus si j'ai vraiment dormi cette nuit-là, la nuit où Antoine m'a retrouvé. Dans les bras d'Antoine, le réconfort était là, silencieux, comme une vieille étreinte oubliée. Mais c'était aussi une confrontation avec tout ce que j'avais fui. Le bracelet d'hôpital autour de mon poignet, ce petit morceau de plastique, semblait être le fil qui tirait mon passé hors de l'ombre, me forçant à le regarder en face. Mon enfance, voyez-vous, n'a pas été celle d'un enfant ordinaire. Pas de jardin fleuri, pas de rires insouciants. Juste le système, l'assistance publique. Une institution après l'autre, dans un petit bourg de Bretagne, où les jours s'étiraient, interchangeables. J'ai appris très jeune que la stabilité, la douceur d'un foyer, c'était pour les autres. Pour ceux qui avaient une place, une famille qui les attendait. Moi, je flottais, une petite barque sans port, toujours prête à être déplacée, oubliée. Dans ces lieux, on apprenait à ne pas s'attacher, à ne pas faire de bruit. On apprenait surtout que l'amour, la sécurité, étaient des choses qu'il fallait mériter, peut-être, mais que personne ne vous offrirait gratuitement. Cette leçon, elle s'est gravée profondément en moi, plus que toutes les autres points. C'est avec cette blessure silencieuse, cette quête d'un port, que j'ai rencontré Julien Fournier. Il était tout ce que je n'étais pas, brillant, charismatique, l'incarnation même du succès, à la tête de son Fournier Group. Il parlait avec une telle assurance, ses yeux pétillaient d'une ambition que je n'avais jamais vue de près. Pour moi, qui cherchais désespérément un ancrage, son attention, même la plus simple, m'est apparue comme une bouée. J'ai confondu sa courtoisie avec une affection sincère, son intérêt avec de la sécurité. Mon cœur, affamé, s'est dit, enfin, voici quelqu'un. Enfin, je pourrais peut-être construire quelque chose. Je croyais qu'il fallait gagner cet amour, le mériter à chaque instant. Alors, j'ai tout donné. J'ai travaillé sans relâche à l'hôpital américain de Paris, où j'étais technicienne en prélèvement sanguin. Les journées étaient longues, les nuits souvent aussi, mais je trouvais une certaine fierté à soutenir Julien, à le voir monter les échelons. Je coupais les coupons dans les magazines, calculant chaque dépense pour qu'il ne voie pas la tension, le poids de nos finances. Je souriais, même quand il oubliait nos anniversaires, ou quand il rentrait tard, avec cette odeur de parfum étranger, un sillage qui n'était pas le mien et qui me pinçait le cœur. Mais je gardais espoir, cette petite flamme vacillante. Je me disais que, quand sa carrière serait stable, quand son entreprise décollerait vraiment, quand ce chaos permanent s'apaiserait, peut-être, alors, je compterais à nouveau. Peut-être qu'alors, je serais enfin celle qu'il verrait, celle qu'il choisirait. Mais le destin, ou plutôt, Diane de Montaigne, en a décidé autrement. Elle était l'opposé de moi, drapée d'or et de venin, une femme ciselée pour l'ambition. Elle a glissé, lentement, insidieusement, dans la vie de Julien, puis dans la nôtre. Diane ne m'a pas chassée avec fracas. Non. Elle m'a rendue insignifiante, comme une chose qu'on oublie dans un coin, une gêne qu'on met de côté. Elle a fait de moi quelque chose de jetable, d'inapproprié. L'idée même de mon existence semblait les embarrasser, Julien et elle. Mon cœur se serrait à l'idée d'être devenu un simple détail, un obstacle à écarter. Quand je suis tombée enceinte, tout s'est effondré, non pas dans un grand fracas, mais dans un silence glacial, chirurgical. Julien, il a nié la paternité,
avec une facilité déconcertante, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Diane, elle, a commencé à murmurer des rumeurs, des mots doux et venimeux, insinuant que j'étais instable, que mon esprit était fragile. L'hôpital, où j'avais tant donné, m'a suspendu, le temps d'une enquête. Mon compte bancaire a été bloqué, une erreur administrative, m'a-t-on dit. Pièce par pièce, ma vie s'est désintégrée. Je me sentais aspiré par le vide, comme si je n'avais jamais vraiment existé. Puis, il y a eu cette nuit-là. La nuit qui a tout changé, la nuit où un nouveau-né, pleurant à fendre l'âme, a été placé dans mes bras à l'hôpital. Une situation d'urgence, un imbroglio, le chaos au service de néonatologie. Avant même que je ne puisse comprendre ce qui se passait, des accusations ont fusé. La sécurité a été appelée. Et je me suis retrouvé poussé dehors, dans le froid, avec un bébé qui n'était pas le mien, et pourtant, il s'accrochait à moi comme si j'étais la seule chaleur restante au monde. J'ai couru. Je ne savais pas où j'allais. Je savais seulement que je ne pouvais pas retourner auprès de Julien, ni de Diane. Ni à cet hôpital qui m'avait abandonné. Ni à cette ville qui semblait dévorer les âmes. Mes pieds, engourdis et tremblants, m'ont porté vers le seul endroit que mon cœur se souvenait comme un havre de paix. L'immeuble d'Antoine Dubois. Je ne savais pas pourquoi. Je ne l'avais pas vu depuis des années, pas depuis l'enfance. Pas depuis que ma mémoire s'était brisée en mille éclats. Mais quelque chose, au plus profond de mes os, murmurait son nom. Quelque chose d'ancien, quelque chose d'oublié. Je n'avais pas l'intention d'entrer dans son pantouse. Je ne savais même pas comment le portier m'avait laissé passer. Tout ce dont je me souvenais, c'était la chaleur de la pièce, la douceur du lit, le petit battement de cœur de Gabriel contre ma poitrine. Et puis, tout est devenu noir. Le matin est arrivé comme une claque glaciale après cette nuit d'épuisement. Mon corps était lourd, chaque muscle endolori, chaque fibre de mon être saturé de stress et de nuits sans sommeil. Gabriel dormait dans le berceau emprunté par Madame Leclerc, sa petite respiration si fragile, ses doigts recroquevillés comme de minuscules pétales. Moi, j'étais assise à l'îlot de la cuisine, enveloppée dans une couverture que Madame Leclerc avait posée sur mes épaules. Mes yeux étaient rougis, mes cheveux en bataille. Antoine me regardait, de l'autre côté du comptoir de marbre, son visage sans expression, un mystère. Il y avait tant de questions, des questions qu'il devait me poser, que je devais peut-être lui poser. Mais chaque fois qu'il posait son regard sur moi, sur cette femme qui se tenait debout par pure force de volonté, il ravalait ses mots. J'avais l'impression d'avoir déjà traversé tant d'épreuves, et je sentais qu'il le percevait. Mais la paix, cette paix fragile qui venait d'à peine s'installer, n'a pas duré. Son téléphone a vibré. Une fois, puis deux, puis sans arrêt. La mâchoire d'Antoine s'est serrée. Il a jeté un coup d'œil aux notifications, et mon sang s'est glacé dans mes veines. Chaque grand média de Paris, chaque journal, chaque site d'information affichait le même titre, la même horreur. L'ex-femme de Julien Fournier suspectée d'enlèvement d'enfants à l'hôpital. La phrase résonnait, froide et accusatrice. Élise Moreau disparue avec un bébé. La police enquête sur un possible enlèvement. Une photo accompagnait les articles. Une image floue, de moi, courant dans la nuit glaciale, Gabriel serré contre ma poitrine. Je paraissais terrifié, désespéré, comme une femme folle. Exactement l'image que Diane voulait que le monde voie. J'ai remarqué la main d'Antoine se figer sur son téléphone. Mon cœur a commencé à battre la chamade, une danse folle dans ma poitrine. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ai-je murmuré, ma voix à peine audible. Il n'a pas voulu me montrer, je le sentais. Mais mentir à Élise Moreau n'avait jamais été une option. Il a tourné l'écran vers moi. Le sang a déserté mon visage. J'ai tendu des mains tremblantes, faisant défiler titre après titre, chaque version tordue de la vérité plus horrible que la précédente. Non, ai-je soufflé.
Non, je n'ai pas fait ça. Ce n'est pas vrai, Antoine. Je ne l'ai pas pris. L'infirmière me l'a donné. Ils m'ont dit de le faire. Je n'ai pas. Ma voix s'est brisée. J'ai porté mes mains à ma bouche, essayant d'étouffer le sanglot qui menaçait de m'échapper. Gabriel, dans son berceau, a remué, comme s'il sentait ma détresse. Madame Leclerc s'est précipitée à mes côtés, mais j'ai reculé, comme si je ne méritais pas ce réconfort. C'est Diane, a murmuré Antoine, allant et venant. Elle t'a piégé. Toute cette histoire porte sa marque. Ses empreintes sont partout. J'ai enfoui mon visage dans mes mains. Ils vont m'arrêter. Ils vont me prendre Gabriel. Mon Dieu, Antoine, je ne voulais même pas quitter l'hôpital. Ils m'ont forcé à partir. Je ne savais plus où aller. Antoine a arrêté de marcher et s'est accroupi devant moi. Tu as fait la seule chose que tu pouvais faire. Tu l'as gardé en sécurité. C'est ça qui compte. Mais pour la première fois, j'ai secoué la tête. Non, ça ne compte pas. Ils ne me croiront jamais. Avant qu'Antoine ne puisse me rassurer, l'interphone du Pentouse a retenti, un son strident qui a transpercé le silence de la pièce. Une voix grésillante a rompu le calme. Monsieur Dubois, nous avons des visiteurs qui demandent une entrée immédiate. Ils disent que c'est urgent. Antoine s'est levé, sa posture se raidissant. Qui est-ce? Une pause. Puis, des inspecteurs. De la police judiciaire. Je suis resté immobile, glacé. Madame Leclerc a serré ma main. Les yeux d'Antoine se sont assombris, d'une lueur féroce et dangereuse. Il a appuyé sur le bouton de l'interphone. Personne ne monte tant que je ne l'ai pas autorisé. Mais la voix du portier a retenti, tendue et frénétique. Monsieur, il y a plus. Les médias se rassemblent à l'extérieur. Quelqu'un les a prévenus. Mon souffle s'est coupé. Oh mon Dieu, ils sont là pour moi. Pour nous tous. Antoine a regardé vers la porte d'entrée, sa posture se transformant en quelque chose de froid et protecteur. Parce que la tempête ne venait pas. Elle était arrivée. Je n'avais jamais ressenti une telle peur. Ni quand j'étais ballottée entre les foyers d'accueil enfants. Ni quand je travaillais de nuit, confrontée aux urgences médicales. Pas même le jour où Julien m'avait dit que je n'étais pas assez. Mais ça, le son des policiers en bas, l'écho des camions de presse à l'extérieur, la réalisation que mon nom était traîné dans la boue sur chaque écran de Paris. C'était la terreur dans sa forme la plus pure. Ma poitrine se serrait, étouffée. Je faisais les 100 pas dans le salon, serrant la couverture autour de mes épaules. Chaque ombre me semblait une menace. Chaque bruit me faisait sursauter. Le monde, au-delà des immenses baies vitrées d'Antoine, me paraissait si proche, comme s'il exerçait sa pression sur le verre, essayant de me broyer. Je ne peux pas respirer, ai-je murmuré, une main sur la bouche. Oh, mon Dieu, je ne peux pas respirer. Madame Leclerc a tenté de me guider vers le canapé, mais j'ai trébuché en arrière. Non, s'il vous plaît, ne me touchez pas. Je ne veux pas m'effondrer. Si je m'effondre, je ne pourrai plus m'arrêter. Ma voix tremblait si violemment que les mots se brisaient presque. Antoine me regardait, à quelques pas, la mâchoire serrée, les poings fermés. Il n'était pas habitué à cela. Il dirigeait des conseils d'administration, négociait avec des chefs d'État. Il reconstruisait des entreprises à partir de leurs cendres. Mais aucune de ses compétences ne servait à rien ici. Pas quand la femme qui avait autrefois sauvé sa vie avec rien d'autre que de la gentillesse s'écroulait devant lui. « Élise, a-t-il dit doucement, s'approchant de moi. Regarde-moi. J'ai essayé. Échoué. J'ai essayé à nouveau. Quand mes yeux se sont enfin levés vers les siens, j'ai senti quelque chose se tordre en moi. Une vieille douleur profonde que je pensais avoir enterrée.
C'est ma faute, ai-je murmuré. Je n'aurais pas dû venir ici. Je n'aurais pas dû le prendre. Je n'aurais pas dû vivre. Tout ce que je touche s'effondre. Arrête, a dit Antoine sèchement. J'ai reculé comme si j'avais été frappé. Il s'est adouci immédiatement. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je veux dire, Élise, rien de tout cela n'est ta faute. Mais j'ai secoué la tête, les larmes coulant à nouveau. Ils vont me prendre Gabriel. Ils vont m'enfermer. Julien leur dira que je suis instable. Diane aura des preuves. L'hôpital pense déjà que j'ai craqué. Et Gabriel? Gabriel mérite quelqu'un de mieux qu'une femme qui ne peut même pas tenir sa vie en ordre. Gabriel, comme s'il comprenait ma douleur, a commencé à pleurer. Mon cœur s'est brisé. Je me suis précipitée vers lui, le soulevant dans mes bras, le berçant désespérément. Je suis désolée, ai-je murmuré dans sa petite oreille. Je suis tellement désolée. Antoine s'est approché. Élise, laisse-moi t'aider. Quoi que ce soit, tu n'as pas à le combattre seul. J'ai ri, un petit son brisé. M'aider, Antoine? La ville entière pense que je suis une kidnappeuse. Et ces inspecteurs en bas, ils sont là parce que quelqu'un leur a dit que je suis dangereuse. Ce quelqu'un, a dit Antoine entre ses dents, c'est Diane. J'ai serré Gabriel plus fort, mes jambes tremblant. Je me suis effondrée sur le canapé, me recroquevillant autour de Gabriel comme s'il était la dernière parcelle de chaleur qui me restait. Ma respiration est devenue rapide et peu profonde, la panique gonflant jusqu'à me donner l'impression que j'allais me noyer. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit. Je ne peux pas survivre à ça encore. Quand le monde se retourne contre vous, on ne se relève pas. On disparaît. Antoine s'est accroupi devant moi, sa main planant près de la mienne, sans toucher, juste présente. Tu ne vas pas disparaître. Pas sous ma surveillance. Mais je ne l'ai pas entendu. Je n'ai rien entendu jusqu'à ce qu'un coup sec résonne à la porte du Penthouse. Les voix des inspecteurs ont fait écho dans le couloir. Monsieur Dubois, ouvrez la porte. Nous avons un mandat. Je me suis figée. Mes doigts se sont resserrés autour de Gabriel. Antoine s'est levé lentement, les épaules carrées, les yeux devenant de l'acier froid. Parce que maintenant, ce n'était plus seulement la peur dans la pièce. C'était la guerre. Antoine n'a pas ouvert la porte. Pas immédiatement. Il est resté là, immobile comme une statue, tandis que les voix des inspecteurs résonnaient sur les sols de marbre poli. Mon souffle s'est coupé. Je tenais Gabriel si près que sa petite joue était pressée contre ma clavicule, mes doigts tremblants sur sa couverture. La pièce me semblait trop petite, trop bruyante, trop lumineuse. Antoine, ai-je murmuré. Ils vont le prendre. S'il te plaît, ne les laisse pas le prendre. Il s'est tourné vers moi. Et quelque chose dans son expression a changé, quelque chose qui a rendu l'air plus dense. Pas de la colère, pas de la panique, quelque chose de plus froid, de plus ancien. Une version d'Antoine qui appartenait aux salles de réunion où des milliards d'euros étaient en jeu. Élise, a-t-il dit doucement. J'ai besoin que tu me fasses confiance. Ma gorge s'est serrée. Je n'ai personne d'autre à qui faire confiance. Mais avant qu'il ne puisse répondre, son deuxième téléphone, celui dont personne n'avait le numéro, a vibré sur le comptoir. Antoine a jeté un coup d'œil à l'identité de l'appelant et a senti sa mâchoire se crisper. Le directeur de l'hôpital. Il s'est éloigné dans le couloir, répondant sèchement. Ceci ferait mieux d'être important. À l'autre bout du fil, la voix du directeur a tremblé. Monsieur Dubois, nous avons examiné les images de sécurité. Il y a eu une situation. La poigne d'Antoine sur le téléphone s'est resserrée. Quel genre de situation? Une infirmière a échangé les étiquettes d'identification, a murmuré le directeur,
Et quelqu'un a supprimé le registre de naissance original de la base de données. Nous ne l'avons réalisé que lorsque la mère biologique du nourrisson est arrivée, à sa recherche. Mon sang s'est glacé. Êtes-vous en train de me dire qu'Élise n'a pas pris cet enfant? Non, a dit le directeur. Elle a reçu le mauvais bébé lors du transfert d'urgence. Celui qui a échangé les étiquettes l'a fait délibérément. Un silence calme et mortel s'est étiré entre eux. Savez-vous qui? A demandé Antoine. Le directeur a dégluti bruyamment. Monsieur Dubois, la personne qui a accédé aux journaux de la maternité et aux terminaux d'identification était. Un grand coup a retenti à la porte d'entrée. Les inspecteurs, encore. La voix d'Antoine est tombée à un murmure létal. Dites-le. Le directeur a expiré d'une voix tremblante. Diane de Montaigne. Le monde s'est aiguisé en un seul point brutal. Antoine a raccroché. Il est revenu vers moi, mes yeux cherchant son visage avec terreur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Antoine s'est agenouillé devant moi, sa voix ferme mais douce. Élise, tu n'as pas pris le mauvais bébé. Ils t'ont donné le mauvais bébé. Mes lèvres se sont entr'ouvertes. Donné? Je ne comprends pas. Tu as été piégé, a-t-il dit. Et pas seulement piégé, mais mis en place avec précision. J'ai senti la pièce tanguer. Pourquoi Diane? Pourquoi quelqu'un utiliserait un bébé comme ça? Antoine n'a pas répondu, non pas parce qu'il ne savait pas, mais parce que la vérité était plus sombre que je ne pouvais l'imaginer. Un autre coup, cette fois accompagné d'un « ouvrez ». Police judiciaire, aiguisée. J'ai sursauté violemment, me recroquevillant autour de Gabriel. Antoine, ils vont m'arrêter. Ils vont le placer. S'il te plaît, ne les laisse pas faire. Il a tendu la main vers mes mains, les stabilisant. Ils ne prendront personne. Mais tu ne comprends pas, ai-je crié. Je ne suis personne. Ils ne m'écouteront pas. Élise, a-t-il dit, sa voix une encre basse et stable. Tu n'es pas personne. Plus maintenant. Je l'ai regardé, le souffle tremblant. Quelque chose a flashé dans ses yeux. Quelque chose que je ne reconnaissais pas. Quelque chose de protecteur. Quelque chose de dangereux. Puis Antoine s'est levé et s'est dirigé vers la porte, non pas pour l'ouvrir, mais pour verrouiller le deuxième pêne. Les inspecteurs ont frappé plus fort. Monsieur Dubois, vous entravez une enquête. Antoine a pris une chemise sur son bureau, celle avec le sceau du procureur de la République. À l'intérieur se trouvait un document assez puissant pour faire taire n'importe quel policier à Paris. Il avait attendu des années pour l'utiliser. Il n'avait pas prévu que la raison serait Élise. Il s'est approché de la porte, sa voix calme, contrôlée, mortelle. Messieurs les inspecteurs, a-t-il dit, avant d'entrer chez moi, vous devriez savoir une chose. Le martèlement a cessé. Antoine a glissé le document sous la porte. Lisez ça, a-t-il dit, et ensuite décidez si vous voulez toujours entrer. J'ai regardé Antoine, mon cœur battant la chamade. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de leur donner? Ai-je murmuré. Antoine s'est tourné lentement vers moi, ses yeux sombres comme minuit. La vérité, a-t-il dit. Et cela change tout. Je me suis demandé, dans ces moments d'une si grande vulnérabilité, si quelqu'un d'autre, parmi vous qui écoutez, a déjà eu l'impression de se tenir au bord du gouffre, avec cette question lancinante. Méritais-je vraiment qu'on m'aide? Parfois, n'est-ce pas, la vérité est bien plus difficile à accepter que le mensonge lui-même. La vérité d'Antoine, jetée comme un pavé dans l'eau trouble de notre situation, avait fait reculer les inspecteurs pour un temps. Mais mon esprit, lui, ne trouvait pas le repos. La mâchoire d'Antoine s'était peut-être détendue, mais la mienne restait serrée, douloureusement. Le calme relatif dans l'appartement était un leurre,
un silence fragile avant une tempête que je sentais monter en moi. Il fallait aller au commissariat central de Paris, pour les dépositions officielles. Antoine m'avait dit que c'était nécessaire, une étape inévitable. J'y suis allé, le corps raide, l'âme en alerte, Gabriel serré contre ma poitrine jusqu'à la dernière minute avant que Madame Leclerc ne le prenne, son regard doux me disant plus que des mots. L'atmosphère du commissariat était froide, aseptisée. Le bourdonnement des néons me donnait le vertige. Antoine marchait devant moi, sa présence, comme une forteresse, me protégeait un peu de l'hostilité palpable des lieux. Chaque pas résonnait sur le béton, un écho sec qui semblait marteler ma propre peur. On nous a conduits dans un dédale de couloirs, jusqu'à une salle d'interrogatoire. Et là, derrière une vitre épaisse, je l'ai vue. Diane de Montaigne. Elle n'avait plus l'allure de la mondaine parfaite que Paris admirait autrefois. Ses cheveux étaient emmêlés, le mascara coulait sur ses joues, et son chemisier de créateur était froissé et taché. Mais ses yeux étaient toujours vifs, calculateurs, empreints de la même froideur venimeuse. Le moment où elle m'a aperçu à travers la vitre, elle a esquissé un sourire narquois. Un sourire qui me glaçait le sang. Pourquoi a-t-elle l'air si fière, ai-je murmuré à Antoine. Parce qu'elle pense qu'elle est sur le point de gagner quelque chose, a-t-il répondu, sa voix basse. Ne lui donnons pas cette satisfaction. Un agent du FBI, car l'affaire avait pris une tournure bien plus grave que je ne l'aurais imaginé, a ouvert la porte. Mademoiselle Moreau, Monsieur Dubois, merci d'être venu. Diane refuse de parler à moins que Mademoiselle Moreau ne soit assise en face d'elle. Nous surveillerons tout de l'extérieur. J'ai hésité. Être seule avec elle? Non, a dit Antoine fermement. Je reste avec vous. L'agent a hoché la tête. Très bien. Commençons. Je suis entrée la première dans la salle. L'odeur de café bon marché et de poussière brûlée flottait dans l'air. Diane s'est adossée à sa chaise, tapotant ses ongles sur la table métallique. Eh bien, a-t-elle roucoulé, sa voix, malgré la fatigue, gardant une certaine morgue. Petite Élise Moreau. Vous vous êtes refait une beauté, pour quelqu'un qui a commis un crime. Je me suis assise, mon cœur battant à tout rompre. Antoine s'est positionné à mes côtés, les bras croisés, sa posture rayonnant l'autorité, une ancre dans la tempête. Arrêtez le théâtre, a dit Antoine froidement. Dites ce que vous avez à dire. Diane a penché la tête, m'étudiant avec un plaisir inquiétant. Ce doit être si déroutant, Élise. Un instant, vous tenez un bébé comme si c'était le but de votre vie, et l'instant d'après. Elle a laissé sa phrase en suspens, ses yeux brillants. Vous découvrez qu'il ne vous a jamais appartenu. J'ai tressailli. Il n'a jamais été à moi. Je le sais. Et je l'ai rendu. Vraiment, a murmuré Diane. Vraiment? J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Diane s'est penchée en avant, son regard rivé sur le mien. Dites-moi, Élise. Vous souvenez-vous de la nuit de votre fausse couche? Mon sang s'est glacé. Êtes-vous en train de me dire qu'Élise n'a pas pris cet enfant? Non, a dit le directeur. Elle a reçu le mauvais bébé lors du transfert d'urgence. Celui qui a échangé les étiquettes l'a fait délibérément. Un silence calme et mortel s'est étiré entre eux. Savez-vous qui? A demandé Antoine. Le directeur a dégluti bruyamment. Monsieur Dubois, la personne qui a accédé aux journaux de la maternité et aux terminaux d'identification était. Un grand coup a retenti à la porte d'entrée. Les inspecteurs, encore. La voix d'Antoine est tombée à un murmure létal. Dites-le. Le directeur a expiré d'une voix tremblante. Diane de Montaigne. Le monde s'est aiguisé en un seul point brutal. Antoine a raccroché. Il est revenu vers moi, mes yeux cherchant son visage avec terreur. Qu'est-ce qui se passe,
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Antoine s'est agenouillé devant moi, sa voix ferme mais douce. Élise, tu n'as pas pris le mauvais bébé. Ils t'ont donné le mauvais bébé. Mes lèvres se sont entr'ouvertes. Donné? Je ne comprends pas. Tu as été piégé, a-t-il dit. Et pas seulement piégé, mais mise en place avec précision. J'ai senti la pièce tanguer. Pourquoi Diane? Pourquoi quelqu'un utiliserait un bébé comme ça? Antoine n'a pas répondu, non pas parce qu'il ne savait pas, mais parce que la vérité était plus sombre que je ne pouvais l'imaginer. Un autre coup, cette fois accompagné d'un « ouvrez ». Police judiciaire, aiguisée. J'ai sursauté violemment, me recroquevillant autour de Gabriel. Antoine, ils vont m'arrêter. Ils vont le placer. S'il te plaît, ne les laisse pas faire. Il a tendu la main vers mes mains, les stabilisant. Ils ne prendront personne. Mais tu ne comprends pas, ai-je crié. Je ne suis personne. Ils ne m'écouteront pas. Élise, a-t-il dit, sa voix une encre basse et stable. Tu n'es pas personne. Plus maintenant. Je l'ai regardé, le souffle tremblant. Quelque chose a flashé dans ses yeux. Quelque chose que je ne reconnaissais pas. Quelque chose de protecteur. Quelque chose de dangereux. Puis Antoine s'est levé et s'est dirigé vers la porte, non pas pour l'ouvrir, mais pour verrouiller le deuxième pêne. Les inspecteurs ont frappé plus fort. Monsieur Dubois, vous entravez une enquête. Antoine a pris une chemise sur son bureau, celle avec le sceau du procureur de la République. À l'intérieur se trouvait un document assez puissant pour faire taire n'importe quel policier à Paris. Il avait attendu des années pour l'utiliser. Il n'avait pas prévu que la raison serait Élise. Il s'est approché de la porte, sa voix calme, contrôlée, mortelle. « Messieurs les inspecteurs, a-t-il dit, avant d'entrer chez moi, vous devriez savoir une chose. » Le martèlement a cessé. Antoine a glissé le document sous la porte. « Lisez ça, a-t-il dit, et ensuite décidez si vous voulez toujours entrer. » J'ai regardé Antoine, mon cœur battant la chamade. « Quoi? Qu'est-ce que tu viens de leur donner ?» ai-je murmuré. Antoine s'est tourné lentement vers moi, ses yeux sombres comme minuit. « La vérité, a-t-il dit. Et cela change tout. » Je me suis demandé, dans ces moments d'une si grande vulnérabilité, si quelqu'un d'autre, parmi vous qui écoutez, a déjà eu l'impression de se tenir au bord du gouffre, avec cette question lancinante, « Méritais-je vraiment qu'on m'aide ?» Parfois, n'est-ce pas, la vérité est bien plus difficile à accepter que le mensonge lui-même. La vérité d'Antoine, jetée comme un pavé dans l'eau trouble de notre situation, avait fait reculer les inspecteurs pour un temps. Mais mon esprit, lui, ne trouvait pas le repos. La mâchoire d'Antoine s'était peut-être détendue, mais la mienne restait serrée, douloureusement. Le calme relatif dans l'appartement était un leurre, un silence fragile avant une tempête que je sentais monter en moi. Il fallait aller au commissariat central de Paris, pour les dépositions officielles. Antoine m'avait dit que c'était nécessaire, une étape inévitable. J'y suis allé, le corps raide, l'âme en alerte, Gabriel serré contre ma poitrine jusqu'à la dernière minute avant que Madame Leclerc ne le prenne, son regard doux me disant plus que des mots. L'atmosphère du commissariat était froide, aseptisée. Le bourdonnement des néons me donnait le vertige. Antoine marchait devant moi, sa présence, comme une forteresse, me protégeait un peu de l'hostilité palpable des lieux. Chaque pas résonnait sur le béton, un écho sec qui semblait marteler ma propre peur. On nous a conduits dans un dédale de couloirs, jusqu'à une salle d'interrogatoire. Et là, derrière une vitre épaisse, je l'ai vue. Diane de Montaigne. Elle n'avait plus l'allure de la mondaine parfaite que Paris admirait autrefois. Ses cheveux étaient emmêlés, le mascara coulait sur ses joues, et son chemisier de créateur était froissé et taché. Mais ses yeux étaient toujours vifs, calculateurs,
empreint de la même froideur venimeuse. Le moment où elle m'a aperçu à travers la vitre, elle a esquissé un sourire narquois. Un sourire qui me glaçait le sang. Pourquoi a-t-elle l'air si fière, ai-je murmuré à Antoine. Parce qu'elle pense qu'elle est sur le point de gagner quelque chose, a-t-il répondu, sa voix basse. Ne lui donnons pas cette satisfaction. Un agent du FBI, car l'affaire avait pris une tournure bien plus grave que je ne l'aurais imaginé, a ouvert la porte. Mademoiselle Moreau, Monsieur Dubois, merci d'être venu. Diane refuse de parler à moins que Mademoiselle Moreau ne soit assise en face d'elle. Nous surveillerons tout de l'extérieur. J'ai hésité. Être seule avec elle? Non, a dit Antoine fermement. Je reste avec vous. L'agent a hoché la tête. Très bien. Commençons. Je suis entrée la première dans la salle. L'odeur de café bon marché et de poussière brûlée flottait dans l'air. Diane s'est adossée à sa chaise, tapotant ses ongles sur la table métallique. Eh bien, a-t-elle roucoulé, sa voix, malgré la fatigue, gardant une certaine morgue. Petite Élise Moreau. Vous vous êtes refait une beauté, pour quelqu'un qui a commis un crime. Je me suis assise, mon cœur battant à tout rompre. Antoine s'est positionné à mes côtés, les bras croisés, sa posture rayonnant l'autorité, une encre dans la tempête. Arrêtez le théâtre, a dit Antoine froidement. Dites ce que vous avez à dire. Diane a penché la tête, m'étudiant avec un plaisir inquiétant. Ce doit être si déroutant, Élise. Un instant, vous tenez un bébé comme si c'était le but de votre vie, et l'instant d'après. Elle a laissé sa phrase en suspens, ses yeux brillants. Vous découvrez qu'il ne vous a jamais appartenu. J'ai tressailli. Il n'a jamais été à moi. Je le sais. Et je l'ai rendu. Vraiment, a murmuré Diane. Vraiment? J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Diane s'est penchée en avant, son regard rivé sur le mien. Dites-moi, Élise. Vous souvenez-vous de la nuit de votre fausse couche? La pièce s'est figée. Les yeux d'Antoine se sont tournés vers moi, confus, surpris. Moi, je suis devenue pâle. Quoi? De quoi parlez-vous? Oh, allons. Ne jouez pas l'innocente, a raillé Diane. Vous ne vous en souvenez vraiment pas? Vous étiez enceinte de l'enfant de Julien il y a 2 ans. Vous l'avez perdu. Julien n'a pas pris la peine d'en parler à quiconque, car cela le faisait mal paraître. Mais vous vous souvenez de l'hôpital, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête violemment. Non, cela n'est jamais arrivé. Je me souviendrai de quelque chose comme ça. Vraiment, a dit Diane doucement. Le traumatisme est si glissant. Ma respiration s'est accélérée. Les murs me semblaient trop proches. Antoine a claqué une main sur la table. Ça suffit. Arrêtez d'essayer de la manipuler. Oh, mon chou, a ronronné Diane, ses yeux ne me quittant jamais. Je ne la manipule pas, je lui rappelle. J'ai senti ma vision se troubler. Mes mains tremblaient contre le métal froid. Il y avait des flashs, des lumières d'hôpital, un brancard, Julien criant après une infirmière, ma propre voix suppliant, « S'il vous plaît, ne le laissez pas prendre mon bébé. S'il vous plaît. » Mais je ne savais pas si c'était des souvenirs ou des ruses de la panique. Diane s'est penchée encore plus près. Savez-vous pourquoi Julien vous détestait tant, Élise? Parce que le bébé que vous avez perdu n'était pas le sien. Mon souffle s'est coupé brusquement. Quoi? Antoine s'est levé brusquement. C'est fini. Nous partons. Mais Diane a ri, un son glaçant, triomphant. Bien sûr, c'est fini. C'est ce que fait Élise. Elle fuit la vérité. La porte s'est ouverte en trombe et les agents du FBI se sont précipités. Ça suffit, Diane. C'est fini. Diane m'a souri narquoisement une dernière fois.
Vous pensez savoir qui vous êtes, a-t-elle murmuré. Mais vous vous tenez sur un mensonge. J'ai titubé, mon cœur battant si violemment que je pouvais à peine entendre autre chose. Antoine m'a saisi par les épaules. Élise, respire. Ne l'écoute pas. Mais je ne pouvais pas respirer. Parce que pour la première fois, je n'étais pas sûre que Diane mentait. Je ne me souviens pas d'avoir quitté la salle d'interrogatoire. Je ne me souviens pas d'avoir marché dans le couloir, ni des néons scintillants au-dessus de moi, ni des agents qui chuchotaient dans leur radio. Tout ce dont je me souvenais, c'était le son de la voix de Diane, glissante, empoisonnée, s'enroulant autour de moi comme une fumée dont je ne pouvais m'échapper. Tu étais enceinte. Tu as perdu le bébé et ce n'était pas celui de Julien. Les mots tourbillonnaient dans mon esprit. Déchiquetés, violents. Je me tenais devant les portes du commissariat, agrippant la rampe métallique froide comme si c'était la seule chose qui me maintenait debout. La neige tombait autour de moi en flocons doux, se dissolvant dès qu'il touchait ma peau. Je ne la sentais presque pas. Mon pouls battait dans mes oreilles, couvrant le bruit de la ville. Antoine s'est placé à mes côtés, l'inquiétude gravée sur son visage. Élise, regarde-moi. Je ne pouvais pas. Ma gorge était trop serrée pour parler, mon esprit trop bruyant pour penser. Il a touché mon coude doucement. Elle a menti. C'est ce qu'elle fait. J'ai secoué lentement la tête. Je ne sais pas. Je ne sais plus, Antoine. Il y a des morceaux manquants, ai-je murmuré. Des morceaux de ma vie que je ne peux pas expliquer. Des choses que je me suis dit être des cauchemars ou du stress ou des rêves. Mais si ce n'était pas le cas? Si quelque chose s'était produit et que je l'avais bloqué? Antoine a inspiré brusquement, son expression changeant, s'adoucissant, puis se resserrant avec quelque chose de protecteur. Le traumatisme déforme la mémoire. Cela ne fait pas de sa version la vérité. Mais si c'est le cas, ai-je murmuré. Un taxi a klaxonné à proximité. Un chien a aboyé. Des gens passaient sans me remarquer, moi qui me défaisais en temps réel. Je me sentais comme un fantôme dérivant dans une ville qui n'avait jamais, pas une seule fois, remarqué mon existence. J'ai reculé d'Antoine. J'ai besoin d'espace. Tu n'en as pas besoin, a-t-il dit doucement, s'avançant. Ce dont tu as besoin, c'est de quelqu'un qui ne laissera pas ton passé t'engloutir entièrement. Ma voix s'est brisée. Mais le passé m'engloutit, et je ne sais même plus ce qui est réel. Un flash soudain, lumineux et violent, a frappé mon esprit. Des lumières d'hôpital. Une table métallique froide. Julien criant après quelqu'un. Ma propre voix suppliant, s'il vous plaît, ne le laissez pas prendre mon bébé. S'il vous plaît. J'ai haleté, trébuchant. Antoine m'a rattrapé avant que je ne touche le béton. Élise? Sa voix était empreinte de panique. Que as-tu vu? Je me suis agrippée à son manteau, tremblante. Un souvenir, de quoi? Je ne sais pas, ai-je murmuré. Mais ça semblait si réel. Antoine m'a aidé à m'asseoir sur un banc près de l'entrée du commissariat. J'ai pressé mes paumes contre mes tempes comme si je pouvais remettre en place les morceaux brisés de mon esprit. Je ne comprends pas, ai-je dit. Pourquoi Julien m'aurait-il caché quelque chose comme ça? Pourquoi je ne me souviendrais pas de ce qui s'est passé cette nuit-là? Antoine s'est accroupi devant moi. Nous allons découvrir chaque détail, chaque vérité que Diane a essayé d'enterrer. J'ai regardé Antoine, puis je l'ai vraiment regardé. Ses yeux étaient stables, inébranlables, comme s'il allait déchirer le monde brique par brique s'il fallait me protéger. Mais la peur tenait toujours ma poitrine. Et si je n'aime pas ce que nous trouvons? Alors, a dit Antoine doucement, nous l'affronterons ensemble. Pour un instant, je me suis laissé m'appuyer sur son toucher, sa constance ancrant le chaos en moi. La neige tombait plus fort, recouvrant la ville de blanc. J'ai fermé les yeux,
essayant de respirer à travers la tempête en moi. Mais alors, mon téléphone a vibré, un nouveau message d'un numéro inconnu, le même que le précédent. Cette fois, il contenait une photo. Un bracelet d'hôpital. Mon nom. Ma date de naissance. Et un mot écrit à l'encre rouge sur l'étiquette. Mère. Le mot « mère » sur ce bracelet d'hôpital, même sur une photo, a fait s'arrêter mon cœur. Le bracelet semblait vieux, usé, les bords recourbés, mais le nom imprimé sur le plastique décoloré était indubitable, Élise Moreau. Ma date de naissance. Type de patient, maternité. Mon estomac s'est noué. Non, cela ne pouvait pas être réel. Quelqu'un avait falsifié cela. Antoine a pris doucement le téléphone de mes mains tremblantes, boumant sur le bracelet. Ses sourcils se sont froncés. Ce code barre, il vient de l'hôpital américain. Il n'utilise plus ce format depuis presque 2 ans. 2 ans, ai-je murmuré. Diane avait mentionné 2 ans. Mon souffle s'est coupé. Antoine, il faut que j'aille à l'hôpital. J'ai besoin de réponses. Il n'a pas discuté. Il a passé un bras autour de mes épaules, soutenant mon corps tremblant. Alors, nous y allons. Une voiture SUV noire du commissariat nous a escortés à travers le trafic parisien. Je suis restée silencieuse à l'arrière, fixant la fenêtre tandis que des souvenirs clignotaient comme des bobines de films brisés. Des lumières d'hôpital vives, une pièce froide, des ombres pleurantes, la voix de Julien hurlant, mais rien ne se formait clairement. Plus j'essayais de saisir ces souvenirs, plus ils m'échappaient. Le voyage en ascenseur jusqu'au hall principal de l'hôpital américain fut une éternité. Chaque seconde s'étirait, insoutenablement longue, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Mes doigts s'enfonçaient dans la rampe, ma poitrine se soulevait et retombait par à-coups, des respirations brèves et irrégulières. Antoine a posé une main ferme sur mon dos. Nous ne savons encore rien, a-t-il dit doucement. Nous allons d'abord confirmer. Quoi qu'il arrive, je suis là. Mais je pouvais à peine réfléchir. Je sentais la vérité dans mes os, dans cette attraction frénétique au plus profond de ma poitrine. Une mère, je crois, c'est. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le chaos. Des infirmières chuchotaient en grappe, des agents de sécurité faisaient les 100 pas près de l'entrée. Et au-dessus de tout ce tumulte, des pleurs faibles de bébés résonnaient dans le hall, minces et effrayés, comme s'ils pleuraient depuis longtemps. Je me suis figée. C'est lui, ai-je murmuré. Antoine, c'est lui. J'ai suivi le son, guidé par une force invisible, jusqu'à un petit banc près des portes tournantes. Un porte-bébé était posé là, abandonné sur le sol. Une couverture bleue douce était soigneusement rentrée autour d'un petit corps, un corps qui tremblait, épuisé. Je suis tombée à genoux. Mes mains tremblaient en détachant les sangles. Le visage de Gabriel était rougeau d'avoir pleuré, ses joues humides, ses petits poings serrés. Mais quand je l'ai soulevé dans mes bras, il s'est calmé. Il a juste arrêté. Ses petits doigts se sont enroulés autour du tissu de mon manteau, sa joue s'est pressée instinctivement contre mon épaule. Comme si son petit corps m'avait reconnu avant même que son esprit ne le puisse. Mon souffle s'est brisé en un sanglot. C'est lui, ai-je murmuré. Oh, mon Dieu, Antoine. C'est vraiment lui. Antoine s'est agenouillé à mes côtés, une main sur mon dos, ses yeux brillants d'une émotion féroce et inexprimée. Il est en sécurité maintenant. Tu l'as retrouvé. Un agent de sécurité s'est approché. Madame, nous devrons vérifier son identité. Procédure standard. J'ai serré Gabriel de manière protectrice, les yeux écarquillés. Non, personne ne me le prendra encore. Antoine s'est levé lentement, se plaçant entre moi et l'agent. Sa voix est tombée, froide, intimidante. Mademoiselle Moreau coopérera, mais pas ici. Et personne ne touche l'enfant,
sauf le personnel médical autorisé. Confirmez d'abord sa sécurité. L'agent a hésité, intimidé par l'autorité d'Antoine. Oui, monsieur. Je vais chercher une infirmière. J'ai bercé mon fils doucement, les larmes coulant silencieusement sur le sommet de sa petite tête. Il a fait un petit son, un gémissement fatigué, et s'est serré contre moi. J'ai eu l'impression que quelque chose en moi, gelé depuis si longtemps, s'était enfin brisé. Quelques minutes plus tard, une infirmière pédiatrique est arrivée avec des couvertures chaudes et un scanner portable. Elle m'a offert un sourire doux et rassurant. Nous ne le prendrons pas. Nous ferons tout ici. Le scanner a bipé. Un deuxième bip a suivi. Puis la confirmation a clignoté sur l'appareil portable, identification du nourrisson, Gabriel Dubois. Mère, Élise Moreau. Je me suis effondré complètement. J'ai embrassé le front de Gabriel, lui murmurant, « Tu m'as manqué. Je suis tellement désolé. Je suis là maintenant. Je suis là. » Antoine a expiré lentement, la tension s'échappant de son corps. Il s'est accroupi à mes côtés, frottant mon épaule en cercle doux. « Tu l'as retrouvé » a-t-il murmuré. « Élise, tu l'as fait. » Mais ce moment de répit n'a pas duré. Un officier de police s'est précipité vers nous, son expression urgente. « Monsieur Dubois, nous avons une mise à jour concernant Diane de Montaigne. » Antoine s'est raidi. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» L'officier a hésité, jetant un regard inquiet vers Gabrielle dans mes bras. Elle s'est échappée durant le transfert. Ma poigne s'est resserrée autour de Gabrielle. La mâchoire d'Antoine s'est bloquée. « Comment ? » « Nous ne sommes pas sûrs, a dit l'officier, mais elle a laissé un message pour mademoiselle Moreau. C'est formel. » L'officier a tendu à Antoine un petit mot plié. Il l'a ouvert. 3 mots le fixaient, « Tu es toujours à moi. » L'expression d'Antoine s'est assombrie. J'ai senti le froid me parcourir l'échine. Diane n'en avait pas fini. Le trajet de retour vers le Penthouse s'est déroulé en silence, hormis la douce respiration de Gabriel. Je le tenais fermement, mon menton posé sur sa petite tête, refusant de le lâcher, même un instant. Chaque réverbère que nous passions me semblait un avertissement. Chaque ombre semblait pouvoir soudain prendre forme et devenir Diane. Antoine est resté à mes côtés tout le temps, la mâchoire serrée, une main sur le dossier du siège, comme s'il maintenait physiquement le monde entier. Il n'était pas le PDG calme que la ville admirait. Il était quelque chose de plus froid, aiguisé par la fureur, façonné par l'instinct de protéger. Quand nous sommes entrés dans le Penthouse, la sécurité était déjà là. Antoine les avait appelés pendant le trajet. Son équipe privée, pas la police. Des hommes qui n'hésitaient pas, verrouiller chaque entrée, a ordonné Antoine. Personne n'a accès sans ma permission. Personne. J'ai senti l'air se resserrer autour de moi. Tu penses vraiment qu'elle viendrait ici ? Antoine n'a pas enrobé la vérité. Diane n'a plus rien à perdre. Et les gens comme elle deviennent dangereux lorsqu'ils sont acculés. J'ai serré Gabrielle plus fort. Elle l'a volé. Elle m'a menti. Elle m'a fait croire que je n'étais même pas une mère. Pourquoi continuerait-elle à me poursuivre ? Antoine s'est approché de moi. Parce qu'elle se désagrège, et les gens qui se désagrègent veulent entraîner quelqu'un avec eux. J'ai dégluti, la gorge serrée. Cet quelqu'un, ce serait moi. Il a soutenu mon regard. Pas tant que je respire. Avant que je ne puisse répondre, son chef de la sécurité est entré dans le salon. « Monsieur, a-t-il dit, nous avons retracé son itinéraire d'évasion. Elle a abandonné le fourgon sur le quai de la Râpée. Les caméras l'ont filmé se dirigeant vers le port de Bonneuil-sur-Marne. »« Le port ?» ai-je murmuré. « Pourquoi là-bas ?» Les yeux d'Antoine se sont rétrécis. Parce que c'est l'un des rares endroits de la région parisienne avec des angles morts.
Si elle veut disparaître, c'est là qu'elle commencerait. J'ai senti une vague de nausée. Elle ne peut pas disparaître. Pas après tout ce qu'elle a fait. Elle devra y faire face, a dit Antoine. Nous ne la laisserons pas s'évanouir. Un autre agent de sécurité s'est précipité, tenant une tablette. Monsieur, nous avons trouvé autre chose. Sur l'écran, des images de sécurité du hall de l'hôpital. Une femme, encapuchonnée, se déplaçant rapidement, était entrée juste avant que Gabriel ne soit trouvé. Elle avait posé le porte-bébé, regardé autour d'elle frénétiquement, puis était repartie dans la nuit. Je me suis penché, les yeux écarquillés. Ce n'est pas Diane. Non, a acquiescé Antoine. Mais elle connaît Diane. Regardez, elle continue de vérifier derrière elle comme si quelqu'un la poursuivait. Qui est-elle, ai-je murmuré. La sécurité a zoomé. L'image s'est suffisamment éclaircie pour montrer clairement le visage de la femme. J'ai haleté. Je la connais. Elle travaillait à l'hôpital. C'était l'une des assistantes de nuit. Elle a toujours été gentille avec moi. Antoine a hoché la tête lentement. Alors je pense que nous avons trouvé la personne qui sait exactement ce qui s'est passé la nuit où ton bébé a été enlevé. Le chef de la sécurité a étudié les images. Elle ne l'a pas abandonné. Elle le protégeait. Elle a couru parce qu'elle pensait être suivie. Mon estomac s'est noué. Suivie par Diane? Et maintenant elle a disparu, a dit Antoine. Ce qui signifie que Diane l'a peut-être poursuivie. Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a vibré violemment dans ma poche. Numéro inconnu. Encore. Un message vidéo. Les mains tremblantes, j'ai appuyé sur lecture. La vidéo tremblante montrait un entrepôt sombre. Une femme attachée à une chaise, bâillonnée, terrifiée. La même assistante hospitalière des images du hall. Une voix familière a chuchoté derrière la caméra. Élise, viens chercher ce qui t'appartient, ou elle meurt. Mon cœur s'est arrêté. Puis la caméra s'est inclinée juste assez pour révéler une paire d'yeux bleus froids. Les yeux de Diane. Le message s'est terminé. Antoine m'a pris la main, sa voix basse et létale. Nous allons mettre fin à cela ce soir. L'entrepôt, à la lisière du port de Bonneuil-sur-Marne, se dressait comme un squelette contre le ciel nocturne, son bardage métallique claquant dans le vent froid. Loin des lumières scintillantes de Paris, le monde semblait plus sombre, plus ancien, comme s'il avait attendu des années ce moment précis. Le SUV d'Antoine s'est arrêté dans l'ombre. Je me suis assise à l'arrière, serrant Gabriel, mon cœur battant si fort qu'il couvrait le bruit de la ville elle-même. « Reste dans la voiture », a dit Antoine fermement. Mon équipe et moi allons entrer les premiers. J'ai secoué la tête immédiatement. Non. C'est moi qu'elle veut. Elle ne révélera rien si je ne suis pas là. Élise, m'a averti Antoine, la voix tendue. C'est trop dangereux. J'ai soutenu son regard, tremblante mais déterminée. Tout dans ma vie m'a été enlevé sans que je puisse choisir. Pas cette fois. Pas ce soir. Antoine a hésité juste assez longtemps pour que je voie la peur derrière sa colère, puis il a hoché la tête une fois. Tu restes derrière moi. Quoi qu'il arrive. Son équipe de sécurité s'est déployée silencieusement, balayant le périmètre. Un garde a ouvert la portière du SUV, m'aidant à descendre tout en gardant Gabriel blotti en sécurité dans mes bras. Le froid mordait ma peau. L'entrepôt se dressait devant moi comme la gueule d'une bête ancienne. Une seule lumière brillait à l'intérieur. L'invitation de Diane. Antoine a posé une main ferme sur mon dos alors que nous franchissions le seuil. La porte métallique a gémi en s'ouvrant. L'odeur de poussière et d'air froid a empli l'intérieur caverneux. Des pas ont résonné. Puis une voix a flotté depuis le centre de l'entrepôt. Eh bien, la joyeuse famille arrive.
Diane est apparue dans la lumière. Ses cheveux étaient en bataille. Ses yeux cernés par l'épuisement, mais sa posture était étrangement calme. Une sorte de folie tranquille, en train de couver. Derrière elle, l'assistante hospitalière, Sophie Durand, était assise attachée à une chaise, secouée, mais apparemment indemne. J'ai resserré ma prise sur Gabriel. Lâche-la, Diane. Diane a souri narquoisement. Vous voulez dire, mon enfant? J'ai tressailli, mais Antoine s'est avancé. Arrête ça. Nous savons tout sur les dossiers. L'échange, les mensonges. C'est fini. Fini? Diane a ri doucement. Vous pensez que me démasquer répare ce qu'elle a fait? J'ai tressailli. Ce que j'ai fait? Les yeux de Diane se sont assombris. Tu as tout ruiné le jour où tu as rencontré Julien. Sais-tu à quel point j'ai travaillé pour construire notre vie? Et puis une femme qui n'avait rien arrive et prend tout ce que j'ai bâti. Ma voix s'est à peine maintenue. Tu as pris mon bébé. J'ai sauvé ton bébé, a claqué Diane. Tu n'étais pas censé élever un enfant. Tu t'effondres à cause de tout. Julien le savait. L'hôpital le savait. Tu étais une menace pour ce bébé. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai secoué la tête, les larmes emplissant mes yeux. Tu l'as volé parce que ton propre bébé n'a pas survécu. C'est navrant. Les mots ont frappé comme une gifle. La façade de Diane s'est fissurée. Il était à moi. Il était censé être à moi. Tout était censé être parfait. Antoine s'est placé devant moi. Rends-toi, Diane. Ça se termine maintenant. Diane a regardé Gabriel dans mes bras. Mon bébé. Son expression s'est tordue, désespérée et dangereuse. Donne-le-moi, a-t-elle murmuré. Élise, rends-le-moi. Il était plus en sécurité avec moi. Mes bras se sont resserrés instinctivement. Il est mon fils. Diane a fait un pas en avant. La sécurité s'est tendue. Antoine a levé une main d'avertissement. Diane, arrête. Mais les yeux de Diane étaient fixés sur moi, sauvages, suppliants, brisés. Rends-le-moi, s'il te plaît, a-t-elle murmuré. Il était la dernière pièce qui me restait. Mon cœur s'est brisé, non pas par sympathie, mais par la réalisation que Diane était vraiment perdue, engloutie par les mensonges qu'elle avait créés. Je suis désolée, ai-je dit doucement. Mais il n'a jamais été à toi. Diane s'est figée. Puis une sirène de police a hurlé au loin. La tête de Diane s'est tournée brusquement vers le son. Sa voix s'est brisée. Vous les avez appelés. Antoine s'est avancé. C'est fini. Diane a inspiré brusquement, puis s'est retournée et s'est enfuie plus loin dans l'entrepôt. Allez, a commandé Antoine à son équipe. Les gardes se sont lancés à sa poursuite. J'ai serré Gabriel, ma poitrine se soulevant. Antoine m'a pris la main. Reste avec moi. Mais de quelque part à l'intérieur de l'entrepôt, un cri a éclaté. Elle se dirige vers la rivière. Mon sang s'est glacé. La dernière voie d'évasion de Diane, et sa dernière chance de tout détruire. Le vent froid de la Seine mordait la nuit, tandis que moi, Gabriel blotti contre moi, me dépêchais derrière Antoine et l'équipe de sécurité. L'entrepôt s'ouvrait sur une passerelle étroite surplombant l'eau. Des balustrades rouillées, des planches grinçantes, et l'écho des sirènes lointaines résonnant sur les vagues sombres. Devant nous, Diane trébuchait au bord, sa silhouette chancelant dans la faible lumière des lampadaires. Elle semblait plus petite maintenant, sa posture autrefois parfaite vaincue, ses bras enroulés autour d'elle-même comme si les mensonges qu'elle portait étaient enfin trop lourds à supporter. « Arrête !» a crié Antoine, sa voix résonnant dans le vide. Diane a tourné brusquement la tête. Même à distance, je pouvais voir ses yeux pâles et paniqués. « Restez en arrière !» a crié Diane.
Laissez-moi tranquille. Je me tenais derrière Antoine, serrant le petit corps de Gabriel de manière protectrice. Le bébé a gémi doucement, sentant la tension dans mes bras. Antoine s'est avancé lentement. Diane, il n'y a nulle part où aller. Laisse-les t'aider. Aider? Diane a laissé échapper un rire brisé. Personne ne m'aide jamais. Ils me jugent. Ils chuchotent derrière mon dos. Ils attendent que je tombe. Mais je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Diane, ai-je dit doucement, sortant de derrière Antoine. Tu n'as pas à continuer à courir. Le regard de Diane s'est posé sur moi. Ne fais pas semblant de te soucier de moi, Élise. Tu m'as tout pris. J'ai secoué la tête. C'est toi qui as tout pris. Mes souvenirs, mon enfant, ma vie. Mais je ne suis pas ici pour te punir. Je veux juste que cela cesse. Le souffle de Diane s'est coupé, ses épaules tremblantes. Pendant un instant, l'amertume sur son visage s'est adoucie, révélant une femme effrayée, épuisée, sous la cruauté. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a murmuré Diane. Je ne pouvais pas le laisser partir. Il était tout ce qui me restait. Ce n'était pas ton fardeau à porter, ai-je dit doucement. Derrière nous, les lumières rouges clignotantes devenaient plus vives à mesure que les policiers approchaient du quai. Les yeux de Diane se sont écarquillés de peur. Ils vont me déchirer, a-t-elle murmuré. La presse, la police, tout le monde. Tu peux encore faire face à la vérité avec dignité, ai-je dit. Tu peux encore empêcher que cela n'empire. Les yeux de Diane se sont posés sur Gabriel reposant contre ma poitrine. Une expression douce et pleine de désir a vacillé dans ses yeux, brève, vide, douloureuse. Il n'a jamais été à moi, a-t-elle murmuré. Je le savais. Au fond, je l'ai toujours su. J'ai serré mon fils plus fort. Alors, laisse-le être en sécurité maintenant. Diane a fermé les yeux. Une seule larme a coulé sur sa joue, silencieuse, vaincue. Elle s'est tournée vers la balustrade. Diane, ne fais rien de stupide, a crié Antoine. Mais Diane n'a pas sauté, ni foncé, ni couru. Elle a simplement posé ses mains sur la balustrade froide et a attendu que les policiers s'approchent. Quand ils l'ont prise doucement par les bras, elle n'a pas résisté. J'ai regardé en silence alors qu'ils emmenaient Diane. Quelque chose en moi s'est relâché, comme un nœud qui tirait depuis des années. Ce n'était pas du triomphe. Ce n'était pas de la satisfaction. C'était une libération. Antoine est revenu à mes côtés, sa voix douce. C'est fini. Mais j'ai secoué légèrement la tête, réajustant Gabriel dans mes bras. Non. Pas fini. Juste le début, pour lui. Pour moi. Antoine a posé une main ferme sur mon dos. Alors, nous commençons ensemble. J'ai regardé l'eau, sombre, infinie, froide, puis le visage endormi de mon fils. Le monde, enfin, semblait s'ouvrir au lieu de se refermer. Mais ce moment de paix n'a pas duré. L'un des officiers s'est dirigé vers nous, essoufflé. Monsieur Dubois, mademoiselle Moreau, il y a quelque chose que vous devez savoir tout de suite. J'ai tressailli. Qu'est-ce que c'est? L'officier a hésité, jetant un regard inquiet vers Gabriel dans mes bras. Nous avons trouvé un autre dossier. Un que Diane a caché même à Julien. C'était un message pour vous. L'expression d'Antoine s'est assombrie. À propos de quoi? L'officier a dégluti. À propos du père. Maintenant que tout cela se calme, je me suis souvent demandé, en repensant à ces instants d'incertitude et de peur, si vous, qui m'écoutez, avez déjà connu cette sensation d'être à bout de souffle, d'être épuisé, et de vous accrocher à la moindre lueur d'espoir. C'est un chemin solitaire, parfois. Mais il est important, je crois, de ne pas le parcourir seul. Si vous êtes encore avec moi, si ces mots résonnent en vous,
s'il vous plaît, laissez une minute dans les commentaires ci-dessous. Votre présence est un soutien précieux pour que je puisse partager le reste de cette histoire, le reste de ce chemin. Le moment où l'officier a prononcé le mot « Père », j'ai instinctivement pressé mon fils plus fort contre moi, comme pour le protéger d'une vérité que je n'étais pas prête à entendre. L'air nocturne semblait plus piquant, plus froid, presque métallique contre ma peau. Antoine s'est avancé le premier, sa voix basse et stable. « Quel dossier ?» L'officier a ouvert une enveloppe imperméable et lui a tendu une feuille pliée. Nous l'avons trouvée cachée dans un faux fond du casier de stockage de Diane au port. Elle est datée d'il y a 2 ans. Antoine a déplié le document. Ses yeux ont parcouru la page. Et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, j'ai vu sa confiance vaciller. Juste un instant, à peine, mais assez pour que ma poitrine se serre. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je murmuré. Antoine a pris une profonde inspiration, puis m'a tendu le papier avec précaution, comme si c'était quelque chose de fragile, quelque chose qui risquait de me briser s'y présentait trop brusquement. J'ai tenu la page avec des mains tremblantes. En haut, il était écrit « Rapport ADN confidentiel. Demande privée d'analyse de paternité. » En dessous, correspondance paternelle, 99,97%. Père, Antoine Dubois. Enfant, bébé mâle, Élise Moreau. Le monde a chaviré. Mon souffle s'est coupé douloureusement. Non, ce n'est pas possible. Antoine. Ça ne peut pas être. Il s'est approché de moi lentement, ses yeux remplis de quelque chose que je n'y avais jamais vu aussi clairement auparavant. Peur, espoir, incrédulité, et une tendresse qu'il gardait normalement enfermée derrière une forteresse. Élise, a-t-il dit doucement. Je ne savais pas. Je te jure, je n'avais aucune idée. Ma voix s'est brisée. Comment n'aurais-tu pas su? Nous n'étions. Nous n'avons jamais. Nous ne l'avons pas fait, a-t-il dit rapidement. Pas de la façon dont tu penses. J'ai cligné des yeux, confuse et dépassée. Antoine a expiré. Élise, avant Julien, avant tout ça. Il y a des années, quand nous étions enfants ensemble dans le système, tu te souviens comment on nous séparait? Comment il nous déplaçait? Ma gorge s'est serrée. Des souvenirs ont vacillé. Des instantanés de 2 enfants au basket usé, blottis dans un couloir pendant une panne de courant, partageant des crackers volés et des promesses murmurées qu'ils étaient trop jeunes pour tenir. J'ai murmuré, tremblante, tu étais ce garçon? Antoine a hoché la tête. Celui que tu as sorti de cette bagarre. Celui avec qui tu as partagé ta seule couverture. Celui à qui tu as dit qu'il comptait quand personne d'autre ne s'en souciait. Mon souffle s'est figé. Je ne savais pas que c'était toi, ai-je murmuré. Pas avant maintenant. Antoine a dégluti difficilement. L'État tenait de très mauvais registres. Et le système aussi. Et quand nous avons grandi, nous avons tellement changé que nous ne nous sommes pas reconnus. Mais Diane, elle, l'a fait. Elle a trouvé ses dossiers quand elle a fouillé dans mon passé. Elle a trouvé la vérité avant même que l'un de nous ne le sache. J'ai secoué lentement la tête. Mais le bébé? Comment? L'officier a éclairci doucement sa gorge. Mademoiselle Moreau. La date de ce rapport est antérieure à votre hospitalisation. Il semble que le test de paternité ait été effectué à l'aide d'échantillons génétiques stockés, du sang prélevé lors de bilans de santé de routine quand vous étiez plus jeune. Antoine a ajouté doucement. Ce n'était pas un test effectué après la conception. Diane a utilisé nos dossiers d'enfance. Elle savait que j'avais été dans le même système que toi, et elle a dû soupçonner quelque chose. J'ai pressé une main sur ma bouche, bouleversée. Puis soudain, la paix. Pas la peur, pas la panique, juste la clarté. J'ai baissé les yeux sur Gabriel, ses petits traits, ses cheveux foncés et doux,
la courbe de sa joue, puis de nouveau sur Antoine. Et pour la première fois, j'ai vu la ressemblance. Douce, subtile, mais réelle. La vérité ne me semblait pas un fardeau. Elle me semblait quelque chose qui attendait tranquillement, depuis toujours, d'être trouvé. Je me suis rapproché d'Antoine. Tu es son père. La voix d'Antoine s'est brisée, à peine audible. Si tu veux que je le sois. Mes yeux se sont remplis, mais cette fois d'une chaleur, d'une sorte de guérison. Je ne veux pas que tu sois autre chose que honnête. Et ici, vraiment ici. Il a hoché la tête lentement. Alors c'est ce que je serai. Gabriel a remué doucement, sa petite main s'enroulant autour de mon col. J'ai expiré, une longue respiration tremblante. La tempête, enfin, était en train de passer. Mon récit, celui d'Élise Moreau, s'achève ici. Ce chemin, parfois si obscur, m'a appris qu'il n'est pas toujours nécessaire de crier pour se faire entendre. Ni de combattre par la colère pour gagner sa paix. J'ai choisi de m'éloigner du fracas, de ne pas me consumer dans le désir de la vengeance. N'est-ce pas, finalement, la plus grande liberté, celle de se choisir soi-même, encore et encore? Je me demande souvent ce que vous auriez fait, à ma place, face à tant de mensonges et de trahisons. Comment auriez-vous retrouvé votre lumière, votre chemin? Si cette confidence a résonné en vous, si elle a touché une corde sensible de votre propre vécu, peut-être pourriez-vous me laisser un petit signe? Un j'aime, un partage pour ceux qui, comme moi, ont cherché leur vérité. Et si vous souhaitez continuer à écouter d'autres histoires, d'autres échos de La Revanche silencieuse, je vous invite à vous abonner. C'est notre façon de rester connecté, n'est-ce pas? La vie, je le crois, est une suite ininterrompue de commencements. Le chemin continue. Et nos histoires, elles, nous éclairent. À bientôt, peut-être, pour une autre page. Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres. Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères.